Salut à tous, c'est Flo sur Parlo Hockey. Dernier NHL Inside de la saison. On va parler bien évidemment de la finale de la Stanley Cup qui se profile dès lundi avec une rencontre inédite, un choc inédit entre les Capitals de Washington et les Golden Knights de Vegas. Alors finale inédite bien évidemment parce qu'il y a Vegas. De toute façon cette saison, tout ce qui touche à Vegas est inédit et il semble tout simplement sur un nuage, tout simplement inarrêtable. Mais Washington n'est pas en reste. Parce que c'est peut-être l'année où on les attendait le moins. Et finalement, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Enfin, serait-on tenté de dire. Alors, avant de parler de la finale, on va parler un petit peu des parcours des deux équipes. Je vais commencer par le dernier qualifié, par Washington, qui n'a pas eu un parcours facile, loin de là, que ce soit en saison régulière où ils ont été mis en difficulté pendant une bonne partie de la saison. On ne reconnaissait pas les Capitals dominants des précédentes saisons régulières, mais l'équipe a fait son petit bonhomme de chemin. Barry Trotz n'a pas semblé paniquer dans son système de jeu. Il a pu compter sur une profondeur qui lui faisait défaut, qui faisait défaut d'une manière générale à Washington lors des saisons précédentes. J'en veux pour preuve que Braden Holtby, qui n'était pas à son meilleur niveau cette saison, a pu être suppléé par un très bon Philippe Grubauer, qui a fait le travail en saison régulière et qui a terminé la saison, et ça fait aussi partie du parcours des équipes. Washington n'a pas eu un parcours facile, comme je disais. Ils n'ont jamais été dans la peau du favori. Alors c'est assez rigolo puisqu'on va parler de Vegas juste après, mais Washington n'a jamais été dans la peau du favori. Sauf qu'eux sont habitués à avoir ce statut-là, et il semblerait que ça les ait peut-être libérés. Même en attaquant contre Columbus, qui avait une position moins forte sur le classement de la saison régulière, Washington était très mal parti en perdant 2 matchs. On les voyait sortir, on les voyait rater complètement leur série. Ils ont su se lever et remporter 4 victoires de rang face à Columbus, qui pourtant avait démontré de très belles choses cette saison. Ça prend pas qu'Ovechkin, ça n'a pas pris qu'Ovechkin, ça a pris toute une équipe, ça a pris le deuxième, le troisième trio surtout, le troisième trio composé entre autres de Lars Eller, un ancien de Montréal, et de Devante Smith-Pelly, un autre ancien de Montréal, qui ont été promus au deuxième trio, au sein du deuxième trio lorsque Burakovsky et Backstrom ont été blessés pendant ces séries. Washington a ensuite, vaincu le signe indien en éliminant enfin les Penguins de Pittsburgh, dans une série qui captait vraiment toute l'attention. Il y aurait pu avoir une pression très très forte sur les Caps. Contre Tampa qui a dominé la conférence Est, de la même façon, on ne donnait pas cher de leur peau, et pourtant ils ont su se relever à chaque fois, même lorsqu'ils étaient menés 3-2, et pour ceux qui ont vu le match 7, Washington ne donnait pas l'impression d'être à l'extérieur en patinant fort. C'est-à-dire que à la fin du premier tiers, Washington face à Tampa, c'était Tampa qui avait le plus de charge. Normalement, c'est l'équipe qui a le plus de charge, c'est l'équipe qui court après le palais. Et face à Tampa, faire courir Tampa, faire patiner Tampa après le palais, c'est quand même un tour de force qui montre que les Caps étaient vraiment débarrassés de toute cette pression négative qui les freine depuis tant de saisons. Ça, c'est pour le parcours de Washington. Maintenant, Vegas, j'ai envie de dire, on les présente même plus. Vegas, alors on appelle ça l'histoire Cendrillon, mais c'est juste incroyable quand on regarde de prime abord. L'équipe d'expansion, composée de joueurs qui ont été pas mis sur le côté, mais en tout cas qui n'ont pas été protégés par leurs équipes respectives l'an dernier, voire même certains qui ont été poussés vers la sortie. Le meilleur exemple, c'est Jonathan Marchessault, qui a été donné à Vegas. Le DG de Floride a demandé à Vegas de prendre Marchessault, et pour s'assurer qu'ils choisissent Marchessault et pas un autre, ils ont donné un autre joueur. C'est juste incroyable. Et cette équipe qui ne cesse de surprendre depuis le premier jour arrive au bout de son épopée, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression qu'ils sont au bout du rôle, on n'a pas l'impression qu'ils sont là en tirant la langue, on n'a pas l'impression que l'équipe a volé quoi que ce soit. Pour ceux qui ont vraiment suivi la saison des Knights, je parle pas de ceux qui ont juste regardé les résultats
et qui se disent « Ah, l'équipe d'expansion qui gagne, qu'est-ce que c'est, etc. » Non, non, pour ceux qui ont regardé leur match, il n'y a rien de surprenant quand on voit le jeu proposé par Vegas cette saison. Vegas, au vu des commentaires et au vu de certains articles qu'il y a eu, et des articles justifiés d'ailleurs, hein, des questions justifiées par rapport à leur statut, les joueurs de Vegas qui sont auto-surnommés The Golden Misfits, c'est-à-dire les opprimés en or, pour moi, ils ont rien d'une équipe de Misfits, il n'y a rien d'étonnant dans leur parcours quand on les voit jouer. Alors, ils ont gagné, déjà ne serait-ce que dans les résultats, ils ont gagné dans toutes les configurations possibles pendant ces séries. Ils ont attaqué un premier tour face aux Kings. Moi, j'avais mis les Kings vainqueurs parce que je pensais que Quick allait voler la série. Pour moi, Quick, c'est un gardien de série, c'est un gardien qui peut voler une série à lui tout seul. Et si ce n'était de Fleury, il m'aurait donné raison. Quick a encaissé très très peu de buts. Il y a eu, je crois, 7 buts encaissés par les Kings. Je sais plus de mémoire s'il y en a eu en cage vide, mais en 4 matchs plus 2 périodes de prolongation, il y a eu seulement 7 buts encaissés par les Kings et 4 victoires de Vegas. C'est-à-dire à quel point la défense a fermé la porte à cette occasion. Donc Vegas, sur le premier tour, ferme la porte en encaissant que 3 buts en 4 matchs, avec un Fleury interstellaire. Tour suivant, contre les Sharks. Là, on se dit, les commentaires, les articles, c'était... Bon, Vegas a eu une grosse défense, il y a eu un gros Fleury. Maintenant, contre les Sharks, qui a une grosse attaque, ça va pas être la même. L'offensive de San Jose, c'est pas l'offensive de Los Angeles. On va rigoler, on va voir ce qu'on va voir. Ouais, on a vu que Vegas a monté son niveau de jeu en attaque, a passé entre autres un 7-0 et a fait mal paraître Martin Jones en marquant tout simplement plus de buts pour l'emporter 4-2. Sur ces 4 victoires à 2, Vegas n'a vraiment mal paru que lors d'un seul match. Je vous rappelle que lors du premier tour, c'est 4 victoires, c'est net et sans bavure. Sur 6 matchs, Vegas passe au travers, d'un match. Un match et peut-être 5 ou 10 minutes quand ils se font remonter de 2-0 à 2-2 pour perdre en prolongation derrière. Mais pour moi, ils passent au travers d'un seul match. Arrive la finale de conférence. Là, il n'y a plus de question de défense, d'attaque. Là, c'est Winnipeg. C'est le rouleau compresseur. C'est le loup qui est sorti du bois. Vraiment, les Tombeurs de Nashville qui étaient déjà favoris à leur propre succession à l'ouest. Vraiment avec un Byfuglien qui semblait inarrêtable, un Scheifele qui semblait inarrêtable, un Stastny qui était venu renforcer tout ça, un Hellebuyck que quasiment personne n'attendait, qui faisait le boulot dans la cage. Non, c'est impossible, surtout que là, cette fois-ci, Vegas n'a plus l'avantage de la glace, ça passera pas. Vegas a raté une période. La première du premier match, où ils prennent 3-0 sur cette période-là, ils perdent le premier match 4-1. Après le premier match, lorsque Winnipeg menait une victoire à 0, on donnait 74% de chance à Winnipeg de passer en finale de la Coupe Stanley. Après seulement une victoire. Bon, 4 matchs plus tard, c'est Vegas qui passe 4-1 en ayant fermé les livres, en ayant fermé le magasin, voilà, plus de buts qui rentrent. Nous, à l'attaque, on marque, et surtout, tout le monde marque. C'est pas Marchessault Carlson. On a vu les apports du 4e trio, et dans les moments clés, je vais y revenir sur la fin, c'est ce qui fait la force de cette équipe de Vegas. Donc on a vu que Washington s'est hissé en finale de la Stanley Cup dans l'adversité. Vegas y est arrivé tout en maîtrise. Et dans l'absolu, on a deux belles histoires. Puisque d'un côté, Ovechkin pourrait remporter cette Stanley Cup qui le fuit depuis tant de temps. Mais de l'autre, c'est l'équipe d'expansion qui est là et qui va déjouer tous les pronostics de début de saison. Vegas était à 500 contre 1 en début de saison pour remporter. Encore 500 contre 1, j'ai l'impression que les bookmakers n'ont donné qu'un chiffre au hasard parce qu'ils ne pouvaient pas mettre plus. 500 contre 1, pourquoi pas 1000, pourquoi pas 2000, pourquoi pas 10 000 je veux dire, quand on observait le début de saison de Vegas, à aucun moment on pouvait se douter qu'ils allaient jouer comme ça. Pour l'anecdote, Vegas, je les suis depuis vraiment le tout premier match, c'est-à-dire j'ai regardé le premier match de pré-saison, pas parce que j'avais envie de me trouver une équipe, mais tout simplement parce que le processus d'expansion, le fait de suivre la création d'une équipe, c'est quand même intéressant, c'est quand même beau, je veux dire, il y a tout un processus, surtout à l'heure actuelle où avec les médias et les réseaux sociaux, on a pu suivre ça au jour le jour. On n'est plus en 92 ou en 91 quand Ottawa ou quand San Jose était créé, ou ces équipes-là où voilà, on le savait.
on avait les infos de temps en temps, mais ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait à la lecture du journal le matin. Là, on avait des infos en direct, que ce soit de la création du logo, jusqu'à tous les petits détails et jusqu'à la draft d'expansion. Donc, on a pu vraiment suivre toute la genèse de cette équipe. Je me souviens avoir regardé ce premier match de pré-saison, qui était anecdotique et on va dire qui n'apportait aucune info. Les matchs de pré-saison, c'est dans la cage d'ailleurs, c'était le 5e gardien de Vegas dans la hiérarchie qui jouait. Je crois que c'était Ferguson qui joue aux Blazers de Kamloops de mémoire. Mais j'ai regardé le premier match de la saison face à Dallas et je me souviens avoir dit à l'époque, bon très bien, ils ont gagné la première, s'ils en atteignent 10 au bout de la saison, ça sera le maximum, 10-15, et sur les 10-15, il y en aura 8 qui seront le fait de Fleury, parce que Fleury a volé le premier match face à Dallas. Dallas a dominé tout le long, avait marqué je crois très tôt dans le match, et il me semblait à l'époque qu'il n'avait pas pris au sérieux cette équipe de Vegas qui se battait avec l'énergie du désespoir, mais c'était l'impression qu'il donnait. Sauf que c'était pas de l'énergie du désespoir, c'était tout simplement de la vitesse et de la conviction. Vegas jouait déjà à 2000 à l'heure, sauf que c'était pas encore en place, mais il y avait quand même la victoire au bout. Et petit à petit, ils ont répété ces victoires, ils ont répété ces matchs, ils ont su se relever quand il y avait des coups durs. Je vous rappelle qu'en début de saison, ils ont perdu jusqu'à 3 gardiens, c'est Maxime Lagacé qui a gaulé pendant une quinzaine de matchs, il me semble. Ils ont fait face à ça, ils ont connu à certains moments des séries de défaites, des séries ou 3 défaites d'affilée, où là on s'était dit voilà, ça y est, le moment de grâce est passé, ils vont rentrer dans le rang. Non, ils ont su rebondir à chaque fois pour soumettre une fiche tout simplement incroyable et en battant les meilleures équipes. En janvier, en battant Tampa Bay, en battant en l'occurrence Washington. De toute façon, Vegas a battu Washington et a battu Tampa deux fois chacun cette saison. Vegas, pour ceux qui les ont vus jouer, ils jouent un hockey de play-off depuis le début de la saison. Donc, c'est même plus surprenant. Quand on les a suivis, c'est même plus surprenant de les voir avoir ce résultat. Et ce qui fait la différence, contrairement à ce que beaucoup disent et on va dire à ce qui ressort de quand on regarde un match de prime abord, c'est pas Fleury pour moi. Fleury, c'est un excellent gardien. C'est le meilleur gardien cette année. S'il n'avait pas été blessé, il aurait été indiscutable pour le Vezina. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais si on doit trouver un facteur X, parce que des bons gardiens, il y en a. Il y a eu Elbuck, il y a eu Vassilievski. Pendant les playoffs, il y a eu Holby, qui, je vous rappelle, n'a pas démarré les playoffs, et qui, au final, au bout de 2 matchs, est venu et a dit laissez-moi les clés, je vais vous montrer comment on fait, je vais vous montrer pourquoi je suis l'un des meilleurs gardiens en playoffs, même si j'ai fait une saison moyenne. C'est pas Fleury, c'est pas le 4e trio de Vegas, le 4e ou le 3e, ou même tout le monde qui est capable de marquer dans cette équipe-là, c'est tout simplement Gérard Galland, l'entraîneur de Vegas, qui est capable d'envoyer les bons joueurs au bon moment, qui fait confiance à toute son équipe. Et les meilleurs exemples qu'on a eu, c'est lors de ces finales de conférence, où Vegas a répliqué, je crois, par 3 fois ou 4 fois, je ne sais plus, 3 fois, en moins d'1 minute, à des buts de Winnipeg. Et ça fait très mal au moral. C'est-à-dire que Winnipeg marquait, égalisait ou passait devant, Vegas en plantait un tout de suite derrière. Mais il n'en plantait pas un avec Carlson et Marchessault encore sur la glace. Avec Bellemare, avec Tuck, avec Reeves, avec les seconds couteaux. C'est-à-dire qu'on donne le mandat aux joueurs de 4e trio pour tout de suite revenir dans le match. Et cette confiance-là, on la sent dans tous les joueurs, dans tout l'effectif de Vegas. Et c'est ça qui va faire la différence pour moi, en plus de la rapidité de jeu et en plus de l'intelligence de jeu. C'est ça qui va faire la différence en finale, malgré Ovechkin, qui est en mode playoff et en mode mission, malgré également la profondeur de Washington, puisque Washington, c'est pour une fois, ce n'est pas que Ovechkin, ce n'est pas qu'un premier trio. On l'a vu avec déjà le deuxième trio avec Backstrom et Burakovsky, on l'a vu sur ce match 7, c'est Burakovsky qui se lève. On a vu le troisième trio avec entre autres Larceller et Smith Pelly, qui n'ont pas laissé leur part au chien, avec Carlson à la bleue qui fait un très gros travail. Il y a aussi une dynamique de groupe, mais ça, je veux dire qu'à partir du moment où on se hisse en Stanley Cup, il y a toujours une dynamique avec le duo, notamment Trotz-Ovechkin, où on voit qu'il y a une confiance entre les deux. Faut savoir que Trotz jouait son avenir à la tête des Capitals lors de ses playoffs. Il n'a toujours pas re-signé, son contrat s'arrête, il n'a toujours pas re-signé pour l'an prochain. Moi, à mon avis, même en perdant en finale la Stanley Cup, il va être reconduit parce qu'il a prouvé qu'il pouvait mener cette équipe au moins à un trophée, le trophée du Prince de Galles. Donc voilà, pour moi, alors la seule chose qui change, c'est que pour une fois, Vegas va aborder cette série en tant que favori officiel.
Selon le site moneypuck.com, c'est 60% de chance pour Vegas de remporter la Stanley Cup. Mais ils ont l'air de tellement s'en fiche, mais alors ça ne les touche pas. Ils sont là pour gagner, pour écraser l'équipe en face, pour l'étouffer. C'est une équipe qui joue de l'avant, qui attaque, qui ne se laisse pas, qui ne se laisse pas aller à l'émotion, quel que soit le déroulé du match. On l'a vu contre Winnipeg, on l'a vu contre San Jose, l'équipe est confiante, les joueurs sont confiants, et pour moi Vegas va gagner, je vais même dire Vegas va gagner en 5, va gagner devant ses partisans lors du match 5. La seule raison pour laquelle Vegas ne remporterait pas la Stanley Cup, c'est une grosse blessure de Fleury. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas lui le facteur X, mais c'est quand même un rouage ultra important. Il me fait penser à ces gardiens qui sont en mission, puis même l'équipe de Vegas. Vous savez, ces équipes qui arrivent un peu qu'on n'attend pas, mais quand on regarde leur parcours, on se dit mais ils étaient inarrêtables. Un peu comme Carolina en 2006, comme Los Angeles en 2012, comme à une autre échelle comme Tampa en 2004. Vegas est tout simplement inarrêtable. Voilà, donc s'il y a une blessure de Fleury, vu que Subban est blessé déjà, que Dansk est rentré au pays et qu'il faudra confier le filet à Maxime Lagacé, là en revanche ça sera vraiment trop léger pour un match pour une série de cet enjeu-là, pour une finale de la Coupe Stanley. Ça serait la seule raison pour laquelle Vegas pourrait perdre. Mais pour moi, sinon, si tout se passe bien au niveau des gardiens, qu'il n'y a pas de blessés majeurs, Vegas en 5 sans hésiter. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Moi, je vous laisse là-dessus. On fera peut-être un point au milieu de la finale, je verrai, on verra si vraiment ça se justifie. Quoi qu'il en soit, on va vivre cette fin de saison de NHL et on a déjà hâte d'être à la prochaine. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Parlons Hockey. Ciao ciao.